Armand Sylvestre, fait divers arabes. Le cadi Zoutapapa était justement renommé parmi les magistrats du désert. Il vendait la justice comme tous ses confrères, mais la vendait à juste poids. Il n'y avait pas d'exemple que le plaideur qu'il avait le mieux payé eût été le plus maltraité par lui, comme cela se voit malheureusement quelquefois avec des juges que des considérations de politique et d'amitié distraient de la dignité de leur négoce. Ses prix étaient marqués en chiffres connus, et tout se passait chez lui sans surprise, sans basses intrigues et le plus loyalement du monde. Le condamné, en recevant ses coups de matraque sur les talons, n'avait qu'à compter pour savoir ce que son acquittement lui aurait coûté le plus que ce qu'il avait donné. On aurait appris l'arithmétique aux petits enfants rien qu'avec de tels exemples. Aussi l'estime dont jouissait le cadi Zoutapapa était-elle générale, et la justifiait-il d'ailleurs par une droiture dans les procédés dont ce récit n'est qu'une preuve nouvelle. Quand le jeune Mohamed Soulafé Selim, un des plus opulents marchands de date de la localité, vint en effet lui demander la main de sa fille Fatma, le bon cadi Zoutapapa ne tenta pas de lui faire prendre l'objet chat en poche, comme il serait malséant de dire en pareil cas. Loin de là, il lui fit mesurer d'un coup d'œil rapide l'imprudence qu'il allait commettre. Mohamed Soulafé Selim, lui dit-il, ton père était homme de bien, quoique marchand de date, comme toi. Ma fille est belle, mais tu seras cocu. Mais qu'en savez-vous lui répondit Sélim. Ben, tout ce que peut savoir un bon père du tempérament de son enfant bien-aimé. Je ne voudrais pas t'humilier, mon garçon, mais tu me fais l'effet d'un pèlerin qui partirait pour la Mecque avec 4 gouttes d'eau dans sa gourde seulement. Le voyage que tu vas entreprendre exige infiniment plus de provisions que ce qu'un homme seul en peut porter. Tu seras obligé avant peu de t'adjoindre une caravane. Après ça, oh, si tu aimes la société en ménage, je n'ai pas à contrôler tes goûts. Mais pardon, monsieur le cadi, je ne l'aime point. Mais je suis peut-être mieux pourvu que vous le pensez, et de plus, je saurais faire bonne garde autour de mon honneur. Ma Fatma chérie, dois-je te dire encore, ne sera pas seulement insatiable au déduit. Elle est d'ores et déjà fort intéressée et amoureuse de bijoux. Ce qui te fait espérer est qu'au cas où elle ne te tromperait pas par besoin, elle le ferait certainement pour placer de l'argent et s'acheter des parures. Mais j'y aurai l'œil, morbleu. Je sais le prix des moindres choses et je contrôlerai les dépenses de la maison. Plus qu'un mot pour t'encourager, mon cher Sélim. Tu sais nos coutumes et que tu aurais beau posséder 1000 preuves morales de l'infidélité de ta femme et toutes les certitudes psychologiques du monde. Tu ne peux pas la poursuivre devant la loi pour t'en séparer qu'à la condition d'avoir fait constater par le cadi, c'est-à-dire moi et 2 témoins patentés, qu'un autre homme que toi est dans son lit. Oh, ma fille est très fine et ne te donnera pas facilement cette dernière considération. Moi-même, je t'en préviens, je ne mettrai aucun empressement à venir déshonorer publiquement ma race, outre que cette créature me retomberait sur les bras si tu ne la quittais jamais. L'acte que tu vas faire, aussi bien que ses conséquences, sera donc vraisemblablement irrévocable. Et je l'entends bien ainsi, mon cher Zoutapapa. Croyez bien que je ne me marie pas pour me remettre dans 6 mois à courir le guidou, comme les pauvres célibataires. Prends-la donc, mon fils. C'est un trésor que je te donne. Car à ces menus inconvénients près, auxquels nous ajouterons un caractère acariâtre, c'est d'une personne à peu près parfaite. Une taille, des hanches, une gorge. Il n'est pas de bon goût de vanter sa propre marchandise, mais au point de vue plastique, c'est ce que j'ai fait de mieux, et mes plus beaux arrêts eux-mêmes ne valent pas qu'on les cite à côté. Là aussi, n'ai-je pas l'intention de vous demander à coucher avec eux. C'est chose faite, monsieur le cadi? Certainement, d'autant que je suis heureux d'avoir pour gendre un garçon
qui paraît avoir la plus grande confiance dans ma sagesse. Elle était fort belle, en effet, cette Fatma. Mon ami, l'excellent peintre lillois Louis Schultenden, en possède un portrait par Henri Regnault, une merveille. Une chair où les divines chaleurs du sang couraient en coulées d'ambre, une chevelure noire avec des reflets de lapis, des yeux sombres et toujours voluptueusement bistrés, une bouche ardente sans cesse entr'ouverte comme une grenade sur d'étincelantes blancheurs, un corps onduleux comme la vague, tout ce qui attire en un mot, tout ce qui charme les sens, tout ce qui rouvre sans trêve l'aile lassée du désir. Mohammed Soulafé Selim n'avait pas été un fat en donnant par avance à son beau-père une opinion avantageuse de ses moyens personnels. Mais son beau-père non plus n'avait pas été un imbécile en lui annonçant leur insuffisance prochaine. Quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. Mais ce sage proverbe n'a jamais empêché personne d'être cocu. Sélim le fut avec une rapidité imméritée. Comme il veillait de près au grain, il ne put bientôt plus douter que son ami voisin Belbet Ali eût entrepris à son côté le pèlerinage matrimonial qu'il entendait faire seul vers les oasis de madame son épouse. Il en eut un dépit si considérable qu'il résolut de dissimuler jusqu'à ce qu'il les pût surprendre dans les conditions prescrites par la loi, pour précipiter celle-ci dans la honte irrémédiable et faire publiquement appliquer à celui-là une mortelle volée. Il fit donc celui qui ne voit rien et est tout à son commerce de date. Mais l'impeccable Fatma n'en prenait pas moins toutes les précautions qui assurent l'impunité de l'adultère. Et l'eût-il prise sur le fait, comment décider cet animal de Cadiz ou Tapapa arrivé à temps? Pendant qu'il méditait douloureusement sur les difficultés de la situation, Belbet Ali et Fatma s'en donnaient à cœur joie des amoureux délassements qui sont ce qu'il y a de mieux dans la vie, qu'on les trouve dans les légitimes ardeurs de l'hyménée ou dans les coupables tendresses de la trahison. À peine le malheureux Mohammed Soulafé Selim avait-il tourné le dos, qu'il s'insinuait directement dans la soupente qui sert de lit aux personnes même les plus aisées de cette contrée africaine, et y chantait des offices auxquels les marabouts n'avaient rien à voir. Oh, que ne vit-on gens plus affairés à leur religion que ceux-là? Allah, qui ne hait pas ce genre de prière, ne pouvait que les contempler d'un œil bienveillant du haut de la céleste mosquée dont la lune dessine le croissant dans l'ombre, et dont les intérieures illuminations nous apparaissent comme par des fenêtres dans le scintillement des étoiles. Par une chaude après-midi que ses amants éhontés étaient tout aux tièdes délices des caresses, Sélim, qui faisait le guet, après une fausse sortie qui avait permis à Belbet Ali d'entrer, pénétra brusquement dans la chambre, non pas assez rapidement pourtant pour que son rival n'eût eu le temps de se glisser dans le plafond de la soupente, qu'il voyait bien se bomber comme prêt à fléchir sous le poids de son corps, qu'il entendait même craquer, mais sans pouvoir contempler cependant celui qu'il voulait confondre. Même difficulté qu'à l'ordinaire. Pendant qu'il irait chercher le cadi et ses deux témoins patentés, Belbet s'échapperait par une fenêtre, et il en serait pour une ample moisson de ridicule personnel. Alors un trait de génie vint au malheureux mari. « Mais que venez-vous faire à cette heure, imbécile ?» lui avait dit la douce Fatma. Il ne répondit à ce vilain propos que par un sourd gémissement, et se mit à se défaire de ses vêtements, en geignant comme une femme en couche, et comme si le moindre mouvement lui causait d'insupportables douleurs. « N'allez-vous pas vous mettre au lit en plein midi ?» lui demanda-t-elle encore avec un redoublement de mauvaise humeur. Muet en paroles, comme par le passé, Sélim continua de se déshabiller en se lamentant,
Puis il se dirigea vers le lit avec des petits cris à chaque pas, s'y laissa tomber comme une masse et commença de s'y tortiller comme un ver en se frottant le ventre de ses deux mains. Mais finirez-vous bientôt cette comédie hurla madame Sélim, qui voyait la retraite de Belle-Bête coupée par cet incident. Alors, d'une voix éteinte, ma chère femme, soupira Sélim, oh, je sens bien que je suis perdu et que je vais mourir. Un mal aussi subit qu'inconnu m'emporte. Et là, je n'ai pas fait mon testament et ne puis le faire utilement que devant ton père et deux témoins. Cours vite les chercher, que je m'en aille pas de ce monde sans t'avoir assuré de tout mon bien. Il n'a rien vu, pensa joyeusement Fatma. Et comme elle était aussi avare, pour le moins que naturellement infidèle, pauvre chérie, fit-elle, ce m'est une grande douleur de te quitter, même pour un instant, te laissant dans un pareil état. Mais je dois cependant sacrifier même le plaisir de fermer tes yeux au respect de ta dernière volonté. Je cours chez papa. Sachant pourquoi tu le demandes, il sera dans 10 minutes ici. Tâche de tenir jusque-là. Ne lâche pas inconsciemment ton dernier soupir, mais plutôt ton mouchoir sur ta bouche. Ferme soigneusement tout le reste. Au revoir, mon mignon. Pas adieu, surtout au revoir. Coquine, pensa Sélim, pendant qu'elle refermait la porte. Et levant les yeux, il aperçut que le plancher sur lequel pesait Belle-Bête commençait à céder et que le plus charnu de la personne de ce larron d'honneur dessinait une étoile de chair parmi le craquement rayonnant du bois. Arrivez, arrivez vite, mon père, mon mari se meurt et n'a pas fait son testament. Ainsi gémissait par le chemin la douce Fatma, comme une gazelle blessée, suivie par le cadi Zoutapapa, dont une course immodérée secouait intempestivement le petit bedon de lait, et par deux marchands de pantoufles essoufflés comme des phoques. « Oh Dieu soit loué, il respire encore !» s'écria-t-elle en entrant. « Qu'avez-vous, mon fils ?» demanda affectueusement Zoutapapa, en s'approchant du lit du moribond, son encrier à la main. Sélim se tortillait toujours. « Non, non, jamais de ma vie !» disait-il avec des sanglots. « Voyons, voyons, d'où souffrez-vous ? Du ventre, apparemment. »« Non, non, jamais de ma vie !» continuait plus douloureusement encore Sélim. « Voulez-vous que je remplisse votre chibouk d'eau tiède et vous en envoie un peu en soufflant dans les entrailles ?» Mais Sélim, toujours se roulant, répétait « Non, non, jamais de ma vie !»« Mais jamais de votre vie quoi, mon pauvre enfant ?» interrogea enfin le cadi, au comble de l'inquiétude de voir le temps passer. « Eh bien, jamais de ma vie !» reprit Sélim d'une voix assurée, de sa voix naturelle, et en se dressant sur son séant. « Jamais de ma vie je n'ai vu un aussi gros derrière d'homme que celui-là !» Et il montrait du doigt le séant du malheureux Belle-Bête à lit, lequel séant, ayant fini de traverser le plafond de la soupente, rayonnait comme une lune pleine dans l'effondrement de la cloison. Fatma poussa un cri de colère. Le cadi Zoutapapa fit une grimace de possédé. Les deux marchands de pantoufles éclatèrent de rire. « Instrumenté, beau papa, poursuivit Sélim triomphalement. Nous avons sous la main tout ce que la loi exige, les coupables, le magistrat et les deux témoins. Instrumentez et emmenez, s'il vous plaît, votre aimable fille, pendant que ce godeluro sera conduit sous bonne escorte à la prison par ces deux hommes de bien. Va, mon brave Belle-Bête. Je t'irai voir donner du bâton sur les reins. Y a place, morbleu. Ah, je t'apprendrai à me les montrer tout nus. » Et, fou de délivrance, Mohamed Soulafet Sélim dansait par la chambre comme un enfant, durant que l'intègre Zoutapapa accomplissait de point en point son devoir.
Belbet Ali, il est vrai, ne fut pas bâtonné parce qu'il y mit le prix. Mais Sélim fut débarrassé de sa femme. Zoutapapa est resté d'ailleurs son ami, et il lui arrive fréquemment, quand ils jouent ensemble aux osselets, de lui dire fort gaiement « Mais je t'avais bien dit que tu serais cocu !»